Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue. Mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le Premier ministre face à la presse, Amadou Ouriba, a abordé ce mercredi plusieurs questions liées à l'actualité nationale. Le Premier ministre salue la résilience des Guinéens et note une amélioration progressive de leurs conditions de vie. On en parle dès le début du journal. Les fidèles chrétiens entament 40 jours de jeûne, de pénitence et de prière. Une première journée marquée par le mercredi des cendres. Dans les paroisses de la capitale, les fidèles se sont mobilisés pour sacrifier à la tradition. Et puis notre avancée dans les initiatives visant à faciliter la mobilité urbaine. Un pont de 20 mètres linéaires est en construction entre Yataya Plateau et Sonfonia Gare 1. Des efforts d'un opérateur économique qui veut soulager ses compatriotes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. C'est donc un autre grand oral pour le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Ouriba, était ce mercredi devant la presse nationale et internationale. Un exercice de transparence, des moments de vérité et de pédagogie autour de plusieurs questions liées à la vie économique et sociale de la Guinée. Le Premier ministre est longuement revenu sur les acquis, les défis et les perspectives de la transition en cours dans notre pays. Hadi Kamara. Le Premier ministre, chef de gouvernement, Amadou Ouriba, vient animer une conférence de presse. C'est le 3e du genre depuis sa nomination il y a juste un an. Devant la presse nationale et étrangère, le Premier ministre, très communicatif, revient sur l'ensemble des questions qui assaillent les populations guinéennes. C'est ainsi qu'il déroule les projets de développement initiés par le CNRD en vue d'abréger la souffrance du Guinéen. La transition, ce n'est pas simplement un processus de transmission de pouvoir. Organiser des élections en quelques mois et puis laisser la place à d'autres. Pour certains pays, c'était possible, mais pour le nôtre, qui a connu, disons, des récurrences de crises, des transitions et des transitions, il fallait aller au cœur de la racine du mal pour trouver des solutions. C'est en cela que la transition que nous sommes en train de mener doit prendre en compte des aspects qui concernent ce qu'on appelle communément la refondation de l'État. Amadou Ouriba met l'accent sur la promotion du dialogue qui doit impulser le vivre ensemble et la paix dans le pays. Ma logique et ma conviction politique convergent parfaitement avec la logique et la conviction du président de la République. C'est une fusion de deux dynamiques qui, par le temps, se sont retrouvées. Et je dois dire, pour ceux qui ont oublié, que j'avais dit bien avant le 5 septembre 2021 qu'il y aura une transition. Et cette transition est là aujourd'hui. Et ce que nous sommes en train de faire comme programme, ce n'est pas quelque chose qui nous vient, disons, de l'extérieur, c'est-à-dire que quelque chose que des gens ont rédigé pour dire c'est ça et ça. C'est notre conviction intime depuis des années et des années. Donc le couple, président de la République, Premier ministre, dans le contexte actuel, c'est un couple unique et un. Notre objectif est de transcrire dans la réalité les fondements qui sont dans le cadre de la vision politiquement exprimée par le président de la République et concrètement réalisée avec le Premier ministre et le gouvernement. Nous sommes un attelage qui constitue le socle avec lequel la transformation de la République de Guinée va se faire. Avec ses allures oratoires et son énergie, le Premier ministre Amadou Ouriba s'appuie sur de nombreuses questions liées à la desserte en électricité, les réformes engagées
dans le cadre de l'assainissement des finances publiques et la gestion du processus électoral avec la mise en place du PN-RAVEC. La principale difficulté que nous devons surmonter, c'est la constitution du fichier électoral. Le fichier électoral peut être source de déstabilisation dans certains pays. Et depuis le début du processus de la démocratisation, c'est-à-dire avec des élections multipartites, nous n'avons pas réussi jusqu'à présent à avoir un fichier électoral suffisamment consensuel pour que tout le monde y aille sans se dire « tiens, le fichier est corrompu ou pas ». C'est la raison pour laquelle le fichier actuel est adossé au PN-RAVEC, c'est-à-dire au recensement administratif à vocation d'état civil. Certains experts ont indiqué que certains pays ont mis 6, 7, 8 ans pour finaliser le PN-RAVEC. Nous sommes conscients de la difficulté et c'est la raison pour laquelle nous avons estimé que dans le contexte actuel, la constitution du fichier électoral doit être assujettie aux modalités de mise en œuvre du PN-RAVEC. C'est-à-dire qu'il faut aller avec deux dynamiques qui permettent d'avoir le fichier électoral qui permettra d'être reversé au niveau du PN-RAVEC en lui facilitant une large partie des activités qui doivent être uniquement consacrées au PN-RAVEC. D'où le fait que les aspects techniques, qui sont des aspects techniques qui ne sont pas du tout courants, nous amènent à aller, certes avec prudence, mais en accélérant le processus. Plusieurs questions ont été posées au Premier ministre par les journalistes présents. Il s'agit, entre autres, des questions relatives à la justice, aux médias, à l'aménagement des barrages hydroélectriques, le cadrage macroéconomique, la gestion des partis politiques, le sport et le partenariat entre la Guinée et le Fonds monétaire international. Et pour les prochaines immersions, nous allons rendre visite aux autres maisons de la presse pour leur dire que nous ne voulons pas aller dans un sens en négligeant certains, mais nous mettrons en compte la nécessité de l'équité. D'ici, je dois dire, à ceux de Sérékoré, on va leur remettre la même chose qu'à ceux de Cancan. Plus déterminé encore à impulser des réformes structurelles aux côtés du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le chef du gouvernement Amadou Ouriba contribue sans relâche à l'amélioration des conditions de vie des populations dans une Guinée unie et prospère. Merci à Adi Kamara. Dans l'actualité encore, la 43e édition du concours national de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran a démarré ce mercredi à Conakry. 250 candidats sont inscrits au compte de ce concours national 2025. L'initiative est portée par le secrétariat général chargé des affaires religieuses en collaboration avec le ministère saoudien des affaires islamiques. Compte rendu sur Bob Angoura et Marwan Kamara. À Conakry, la 43e édition du concours national de mémorisation du Saint-Coran est lancée. Un événement d'envergure nationale qui attire plus de 250 récitateurs venus des différents centres de mémorisation et des foyers coraniques de Guinée et de la sous-région. Le programme est mis en place par le secrétariat général des affaires religieuses en collaboration avec le ministère saoudien des affaires islamiques. La 43e édition dépasse une simple compétition. Il traduit notre engagement à valoriser le courage, les efforts de nos jeunes talents et à renforcer les valeurs de la paix. Mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour tous les soutiens qu'il ne cesse d'apporter
au secrétariat général des affaires religieuses. Ce concours représente un modèle de coopération entre les pays islamiques dans l'organisation de concours coraniques. Il vise à encourager les musulmans, hommes et femmes du monde entier à porter une attention particulière au Saint-Coran, tout en poursuivant leur intérêt pour les autres sciences. Cette compétition nationale est régie par des principes stricts pour dénicher de nouveaux champions capables de lire, mémoriser et interpréter le livre saint de l'islam. Cette rencontre, au-delà des objectifs que vous vous êtes fixés, doit être aussi un moyen efficace de renforcer l'apprentissage systématique et l'appropriation solide du Saint-Coran entre les jeunes candidats de notre pays. Ces journées sont des occasions de nous rapprocher de Dieu, parce que les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se donnent pour tâche de connaître, de comprendre et de propager la connaissance islamique. Et je remercie le serviteur des deux saintes mosquées. Comme à l'accoutumée, la compétition est organisée en début du mois de Ramadan sous le leadership du secrétariat général des affaires religieuses. Son objectif est de promouvoir l'apprentissage du Coran et récompenser l'engagement des participants dans la mémorisation et la récitation exacte des versets sacrés. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, c'est aujourd'hui pour les fidèles chrétiens le mercredi des cendres, un jour qui marque l'entrée en carême et donc de 40 jours de jeûne, de prière et de pénitence. Le mercredi des cendres est marqué surtout par cette image, les fidèles qui reçoivent des cendres sur le front. Ils étaient donc nombreux cet après-midi à se rendre dans leurs paroisses respectives ici à Conakry. On fait le point avec Marie-Angélique Bangoura. La période du carême commence par le mercredi des cendres. Cette journée est marquée par une messe durant laquelle le prêtre impose aux fidèles des cendres sur le front, un signe de pénitence. Avec le signe pénitentiel des cendres sur la tête, les chrétiens débutent le pèlerinage annuel du Saint Carême dans la foi et dans l'espérance. Mais ça a une signification particulière parce que ça nous appelle à la conversion. Voilà, convertissez-vous et croyez à l'évangile. C'est un temps qui nous invite à aller rejoindre le Christ au désert pour être tentés. Pendant ce temps de carême, que le Christ nous a révélé que la parole de Dieu valait plus que toutes les richesses du monde, plus que la gloire et plus que le pouvoir. Il faut se nourrir de cette parole pendant ce temps de carême, pendant les 40 jours, jusqu'à la gloire, le jour de la gloire de la résurrection du Christ. À partir d'aujourd'hui, nous rentrons directement dans cette période, pas de pénitence. Il faudrait que, par cette période, que nous nous réconcilions avec Dieu, que nous nous réconcilions avec nos proches, que nous nous réconcilions avec tout le monde. Les cendres rappellent la fragilité de l'être humain, la conversion et la miséricorde de Dieu. Le rite des cendres ouvre le temps du carême pendant 40 jours à la recherche de Dieu à 100%. Il interpelle les fidèles à adopter les bonnes pratiques dans le jeûne, la prière et le partage. Les cendres nous rappellent notre condition de créature, notre fragilité humaine, notre faiblesse et nos imperfections, notre stature pécamineuse. Elle signifie notre ouverture à Dieu, source de toute grâce et de toute bénédiction. Les cendres nous invitent à la pénitence, à la conversion, à la réconciliation avec nous-mêmes, avec nos frères et sœurs, avec notre environnement naturel et avec Dieu. Dans son message de carême 2025, le pape François nous apprend à comprendre l'implication de se convertir à l'espérance à travers 3 appels. Marcher, marchez ensemble et marchez dans l'espérance, avec l'invitation à vivre le carême comme un temps de renouveau et de confiance dans la promesse de la vie éternelle.
À quelques milliers de kilomètres de Conakry, nous allons prendre la direction de Barcelone en Espagne et c'est là que vient de se tenir le Mobile World Congress, une rencontre de haut niveau sur la transition numérique. Au menu, les enjeux liés à l'intelligence artificielle et c'est la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique qui a représenté la Guinée à ces travaux initiés par Huawei Technologies. Falilou Diallo commente les images de Mohamed Souma. Mobile World Congress s'est tenu cette année à Barcelone. C'est un événement majeur dans le monde des télécommunications. La Guinée, à travers son programme Simandou 2040, prend une part active à cette rencontre de haut niveau. Surtout quand on sait que la transformation numérique est un des piliers phares de ce programme. Montrer la vision que prône le chef de l'État en matière de transformation numérique. Nous savons qu'aujourd'hui, un des piliers du grand programme Simandou reste le numérique, la transformation digitale. Et pour cela, nous avons besoin de montrer la voie de la Guinée. Besoin de montrer les projets, les opportunités d'investissement, mais surtout de tisser des partenariats solides pour une meilleure transition numérique. Créer des partenariats publics-privés, créer aussi des opportunités d'investissement pour les partenaires. Les acteurs et opérateurs de la transition numérique sont également présents à cette rencontre initiée par le géant de la téléphonie chinoise Huawei. Notamment la Banque africaine de développement, l'Union internationale des télécommunications et Smart Africa, dont la Guinée est un pays modèle dans l'interconnexion numérique dans la sous-région ouest-africaine. Nous pouvons permettre à la Guinée d'améliorer la connectivité, donc aider les opérateurs de téléphone mobile à étendre leur couverture. Et puis aussi aider en termes d'accès à la connectivité terrestre. Et la Guinée a déjà fait un grand pas en s'interconnectant avec la Sierra Leone, avec le Mali, avec le Sénégal, et puis la Côte d'Ivoire maintenant qui est en route. Donc il suffit maintenant de faire un état des lieux de l'avancement de ce projet et voir avec nos partenaires financiers comment on peut vraiment amener ce projet à l'échelle continentale. Au cours de cette rencontre de Barcelone, la ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a eu des échanges avec plusieurs personnalités, notamment le ministre ghanéen, le représentant de la Banque africaine de développement et l'Union internationale des télécommunications, mais également Smart Africa. Les échanges ont porté également sur la transition numérique et des partenariats futurs pour améliorer l'accès à l'Internet des populations africaines. Et de Barcelone, cap sur Toronto au Canada, où se tient depuis quelques jours maintenant un événement majeur consacré à la promotion de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or pour un développement durable. À ce rendez-vous, le secrétaire général du ministère guinéen des Mines et de la Géologie a pris la parole, une opportunité stratégique pour renforcer la position de la Guinée dans le secteur minier mondial. Saint-Martin Fancinadouno est notre envoyé spécial à Toronto. La participation de la Guinée à ces forums vise à promouvoir le potentiel minier du pays en mettant en avant des ressources naturelles telles que l'or, le diamant, la bauxite et le fer par le biais du programme Simandou 2040. Ici, à ce rendez-vous mondial de PEDAC Toronto, le secrétaire général de ce département, représentant son ministre, est l'un des conférenciers. Une occasion unique pour Aboubakar Kourma de partager les expériences et les meilleures pratiques de son pays en matière de gestion des ressources minières et d'expliquer également les enjeux socio-économiques de ce programme considéré comme un véritable catalyseur de la croissance économique globale de la Guinée d'ici 15 ans. Ces différents forats, c'est l'opportunité pour la Guinée de d'expliquer un peu ce que c'est que le projet Simandou, qu'est-ce que c'est que le programme Simandou. Les gens ont été impressionnés, ils ont compris ce que la Guinée est en train de devenir. Et je crois que ça va, comme tu dis, à l'actif du président de la République, il n'a ménagé aucun effort pour qu'on en soit là aujourd'hui. Ici, les délégations du continent africain ont fait la présentation des ressources minérales spécifiques de leur pays, comme l'or, le diamant, le cuivre, le lithium et les métaux rares qui sont essentiels pour les technologies modernes. À ce rendez-vous mondial de Toronto, la Guinée a su renforcer sa visibilité à travers l'exposé du secrétaire général du département qui a mis en lumière des projets d'exploitation actuels et des opportunités d'investissement futurs dans le secteur minier guinéen, notamment
le programme Simandou 2040, la construction des raffineries et le cadre juridique et législatif sécurisé et attrayant pour les investisseurs. Merci Martin. Retour en Guinée. Nous allons parler de la poursuite des réformes au sein de l'administration des douanes. Les efforts se concentrent sur l'amélioration des prestations des soldats de l'économie. Ils s'approprient donc la déontologie des agents publics. La formation est assurée par le procureur près le tribunal de première instance de Farana, Mohamed Seyar Souma. L'administration des douanes joue la carte de la prévention. Une prudence qui s'explique par le contact des soldats de l'économie avec les fonds publics. La compréhension des textes devient une nécessité. Une série de formations est mise en place par la Direction générale des douanes. La dite formation sera axée sur donc la déontologie des agents publics, non seulement pour parler des règles qui se traduisent en des obligations et des devoirs, mais également parler de l'éthique qui parle d'un certain référentiel s'imposant à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions en tout temps et en tout lieu, mais aussi nous parlerons de certaines dispositions pénales qui sont relatives aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, parce que ce qui est constant et établi aujourd'hui, nul ne peut échapper à la législation. La session profite aux chefs de bureau, chefs de visite, vérificateurs et comptables. Par ailleurs, elle est perçue comme un examen de conscience. L'objectif, entre autres, est de préparer chaque acteur impliqué dans la collecte des recettes à la reddition des comptes. Depuis l'avènement de M. le Président de la République à la tête de notre pays, nous sommes face à une reddition des comptes. La reddition des comptes, on l'aménage. Alors pour mieux l'aménager, je crois qu'il faut connaître les actes qu'on pose et les conséquences juridiques de ces actes. En tant que soldat de l'économie, la tentation est grande. Donc ce cours va nous amener à conscientiser nos collègues, à les sensibiliser, à les préparer à ce que chaque acte posé doit être fait dans les règles de l'art. Éventuellement, il est question d'éviter toute poursuite judiciaire, mais l'une des exigences demeure l'appropriation de la déontologie. 90 cadres sont concernés. C'est le début d'une série de formations pour les douaniers à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, à présent, le contenu de ce communiqué du ministère de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances, M. Mourana Souma, informe les gouverneurs de région et les préfets que le ministère de l'économie et des finances envisage la construction des trésoreries préfectorales et régionales sur l'ensemble du pays. La réalisation de ces infrastructures vise principalement à améliorer grandement la gestion des ressources publiques au profit des populations à la base. Dans cette perspective, des équipes composées des cadres du ministère et des bureaux d'études seront déployés sur les sites retenus dans les préfectures afin de procéder au lancement effectif des travaux de construction à travers des cérémonies de pose de première pierre qui auront lieu simultanément dans la quasi-totalité des préfectures du pays sous votre présidence dans la semaine du 10 au 14 mars 2025. L'objectif général de ces missions est d'assurer le démarrage effectif des travaux de construction en veillant au respect scrupuleux des dispositions contractuelles et réglementaires en la matière. Les cérémonies de pose de première pierre auront lieu selon le calendrier ci-après. Équipe 1. Nombre de projets 6. Numéro du lot 1. Région préfecture. Région administrative de Kankan. Kankan, 10 mars 2025, responsable du lancement, équipe ministère de l'économie et des finances et autorités locales. Kouroussa, 11 mars 2025, équipe ministère de l'économie et des finances et autorités locales. Lot numéro 3, Sigiri, 10 mars 2025, responsable du lancement, autorité locale. Mandiana, 10 mars 2025, responsable du lancement, autorité locale. Lot numéro 8, Kerouane, 10 mars 2025, responsable du lancement, autorité locale. Beila, 10 mars 2025, autorité locale. Région administrative de Farana. Lot numéro 4, Farana, 10 mars 2025, équipe ministère de l'économie et des finances et autorités locales.
Kissidougou, 11 mars 2025, équipe ministère de l'économie et des finances et autorités locales. Lot numéro 2, Dabola, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Dingirai, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Région administrative de Zérékoré. Lot numéro 6, Lola, 7 mars 2025, responsable du lancement, équipe ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Yomu, 8 mars 2025, équipe ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Lot numéro 5, Massanta, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Ensuite, lot numéro 5, Massanta, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Gekedou, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Région administrative de l'Abbé. Numéro du lot 15, Pita, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Numéro du lot 10, Lelouma, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Lot 13, Koulia, 10 mars 2025, autorité locale comme responsable du lancement. Lot numéro 10, Tougué, 10 mars 2025, responsable du lancement autorité locale. Lot 13, Mali, 10 mars 2025, autorité locale. Région administrative de Mamou. Lot numéro 7, Mamou, 10 mars 2025, équipe ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Dalaba, 11 mars 2025, équipe ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Région administrative de Kindia. Lot numéro 11, Fourekaria, 10 mars 2025. Autorité responsable du lancement. Ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Koya, 10 mars 2025. Ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Lot numéro 9, Fria, 12 mars 2025. Ministère de l'économie et des finances et autorité locale. 12, Dubreka, 12 mars 2025, ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Lot numéro 9, Télémélé, 10 mars 2025, autorité locale. Région administrative de Boké. Numéro du lot 12, Bofa, 10 mars 2025, ministère de l'économie et des finances et autorité locale. Gawal, 10 mars 2025, autorité locale. Nous sommes dans le numéro lot 14. Koundara, 10 mars 2025, autorité locale. Les gouverneurs de région et les préfets sont invités à faire prendre toutes les dispositions pour le bon déroulement de cette importante activité qui se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la mission du président de la République. Conakry, le 4 mars 2025, signé Mourana Souma. Le reste de l'actualité avec tout de suite ce reportage de Nabi Kamara. À Boké, le chef-lieu de la commune urbaine a regroupé cette semaine des représentants des organisations paysannes, des ONG et des services techniques de l'agriculture de Bofa, Boké et Labé. Ils étaient invités par le Programme alimentaire mondial PAM pour une formation sur la récolte et post-récolte d'une variété de riz appelée Tong Il. Ce sont des techniciens coréens du sud de l'agence Copia qui ont animé cette formation. La productivité des riz Tong Il est déjà très bon. 3, 4, 5, 6 tonnes. Mais avec cette formation de Copia, on peut améliorer, on peut augmenter plus beaucoup.
parce que la potentialité de riz tongil est normalement 12,5 tonnes par hectare. Donc avec ces formations, on peut améliorer beaucoup de productivité de riz tongil. Au cours de cette formation d'une journée, les participants ont été familiarisés aux pratiques agricoles, importance des semences de qualité, y compris la semence de riz tongil, du calendrier des plantations et de la gestion de l'eau. Pour lier la théorie à la pratique, les séminaristes ont été conduits sur le terrain. Le riz tongil, avant ça n'existait pas en Guinée. C'est ceux-là qui ont envoyé cette variété. Ils ont introduit dans beaucoup de régions. Donc c'est une bonne chose de former les gens sur l'itinéraire technique de cette variété de riz. PAM a vraiment bien travaillé aujourd'hui pour vraiment donner des bonnes leçons relatives à la culture vraiment de cette variété de riz qu'on appelle Tongia. Cette formation vise donc à amener ses participants à mieux cerner l'itinéraire technique de production de cette nouvelle variété de riz introduite en Guinée depuis 2022. Voilà donc pour ce compte-rendu de Nabi Kamara par rapport justement au programme alimentaire mondial qui vient d'organiser cette semaine donc dans la commune urbaine de Boké une journée de formation à l'intention d'un groupe d'acteurs agricoles venus de Bofa, Boké et Labé. Cette formation qui a donc porté sur de nouvelles pratiques agricoles. La riziculture est une activité qui s'est généralisée sur l'ensemble du territoire national. Cependant, la production de la bonne semence constitue un défi pour les producteurs face aux besoins de plus en plus importants. Le projet Chaîne de valeur a regroupé plusieurs acteurs à Kindia, une occasion pour eux de se familiariser avec les outils de production des semences. On fait le point avec Yaya Silla. Ils sont chefs d'opération agricole, producteurs sémenciers et conseillers agricoles à prendre part à cet atelier de formation axé sur la technique de production de semences ici à Kindia. Organisé par le projet de développement de chaînes de valeur, cette rencontre a pour but de former ces acteurs en vue de bien maîtriser quelques notions liées aux techniques agricoles, leur permettant d'accroître leur rendement. Les résultats que nous attendons, c'est la mise en pratique des formations requises, l'innovation apprise ici comme sur le terrain, puisqu'ils sont venus apprendre quelque chose et au retour, s'ils peuvent mettre ça en pratique, c'est ce qui va améliorer la productivité. Le contenu de la formation enseigné pendant ces 3 jours, sincèrement reflète la réalité et permettra dans le futur à tous les participants d'améliorer leurs techniques, leurs pratiques en matière de production des semences. Au total, 7 préfectures sont visées par le projet de développement de la chaîne de valeur dans les régions de la Haute et de la Basse-Guinée. Il faudrait qu'on essaie de créer, n'est-ce pas, des producteurs sémenciers. Parce que si nous, l'Irak, on est en train de travailler à notre niveau, il faudrait qu'on élargisse l'information pour que les producteurs qui sont sur le terrain, au lieu de chaque fois demander des quantités importantes à l'Irak, si on a déjà les producteurs sémenciers sur le terrain qui sont outillés à notre façon de faire, ça peut aider, je pense, que nos producteurs à la base. Pour joindre l'acte à la parole, les participants se sont ensuite rendus au centre de recherche de Kilissi pour des travaux pratiques. Cet autre communiqué, la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée informe l'ensemble des opérateurs économiques, commerçants, distributeurs et détaillants, ainsi que la population guinéenne que dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens et l'allègement du panier de la ménagère pendant le mois saint de Ramadan et le carême chrétien 2025, un protocole d'accord a été signé entre 1. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, 2. La Direction générale des douanes, 3. La Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. Cet accord porte sur l'approvisionnement régulier du marché national et la stabilisation des prix des denrées de première nécessité pour cette période sensible et de grande consommation. À cet effet, la SIAG rappelle que des prix plafonnés ont été fixés en commun accord avec toutes les parties prenantes pour les produits concernés. Le non-respect de ces prix, largement vulgarisé auprès des opérateurs économiques, expose les contrevenants à des sanctions prévues par les textes en vigueur, notamment la saisie des marchandises, la fermeture temporaire ou définitive des points de vente, des amendes pécuniaires et d'éventuelles poursuites judiciaires.
La SIAG invite donc les commerçants et distributeurs à se conformer strictement à ces dispositions pour garantir la disponibilité des produits à des prix justes et accessibles à tous. Enfin, elle exhorte les citoyens à la vigilance et les encourage à signaler tout cas de non-respect des prix fixés aux services compétents du commerce et aux bureaux locaux de la Chambre de commerce. Pour tout signalement, veuillez appeler le numéro vert 142 ou s'adresser aux présidents régionaux et aux présidents des antennes préfectorales de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Ensemble, œuvrons pour un climat commercial apaisé, solidaire et responsable. Bon Ramadan et carême au peuple de Guinée, fête à Conakry le 4 mars 2025 et c'est signé M. Mamadou Baldé. Dans le reste de l'actualité, le directeur général de la police nationale est depuis mardi en tournée de prise de contact avec les unités de police de l'intérieur du pays. Première étape, Dabola, centre géographique de la Guinée, est sur place. Il a échangé avec les autorités et les forces de défense et de sécurité. Colonel Morikaba. Tout a commencé par un accueil dû au rang d'un général par les forces de défense et de sécurité de Kindia et celles de la ville Carrefour Mamou. À Dabola, le général de division Guénabassori Kamara a été accueilli avec tous les honneurs militaires. Un geste symbolique qui marque l'importance de cette visite pour les forces de défense et de sécurité de Dabola. Le commissaire central a salué cette initiative, soulignant l'importance de la proximité entre la hiérarchie et les hommes de terrain. C'est un immense plaisir, un sentiment de satisfaction, mon personnel et moi, de recevoir mon directeur général. J'ai posé mes difficultés à mon directeur général, à savoir les moyens roulants, le manque criard d'effectifs. C'est surtout ce qui nous fatigue pour pouvoir répondre à nos missions régaliennes. Au cours de cette rencontre, les policiers ont exposé leurs défis quotidiens. Une démarche essentielle pour le directeur général de la police nationale dont l'objectif est d'identifier les difficultés rencontrées par les unités dans l'arrière-pays et de proposer des solutions adaptées. Il n'y a pas de policiers, ni de gendarmes, ni de douaniers, ni de conservateurs. Le seul corps ici, c'est les forces de défense et de sécurité. Travailler main dans la main, sans hésitation ni murmure. S'il y a des problèmes, des petits problèmes, ça peut arriver entre vous, que cela soit géré entre les chefs de corps. Au nom de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et Monsieur le ministre de la Défense nationale, je vous demande de continuer dans ce sens et de se battre corps et âme dans l'intérêt de la nation, pour qu'il y ait la paix dans la cité. Sans la paix, pas de développement. Et puis l'avènement du 5 septembre, chacun de vous voit sur le terrain l'augmentation des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. C'est la première fois dans l'histoire qu'on compte dans nos matériels roulants 40 blindés une seule année. L'armée, la gendarmerie, on n'en parle pas. Cela veut dire que nous devons travailler pour cette nation et dans l'esprit du CNRD. Après Dabola, d'autres préfectures recevront la visite du directeur général de la police nationale dans les prochains jours avec toujours le même objectif. Écouter, comprendre et agir pour une police plus efficace et plus proche des citoyens. Dans l'actualité encore, le parc national de Mouin-Bafing constitue le plus grand refuge pour les chimpanzés d'Afrique de l'Ouest avec plus de 5000 individus et autres espèces. Un projet s'engage activement dans la conservation et la gestion des ressources naturelles du parc. Il vient donc, ce projet, de mettre en place des barrières de sécurité environnementale au niveau de plusieurs points stratégiques de ce site. On fait le point avec Sarafoudine Diallo et son Assagno. Environ 7000 km², le parc national du Mouin-Bafing, créé par décret présidentiel, possède à son sein 23 mammifères dont la plus importante population de chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest. Dans ce parc, on dénombre 300 villages avec 35 000 habitants. L'objectif principal de cette mission, c'est la réception officielle des barrières filtres. Les barrières filtres
qui servent du contrôle du mouvement des produits forestiers illégalement exploités dans le parc. Le déboisement est une des choses pour lesquelles, vous voyez, on a même commencé à mettre des barrières pour que les gens ne viennent plus exploiter tout le bois du Fouta, qui n'en a pas beaucoup. En plus des actions de développement communautaire telles que l'aménagement des plaines agricoles, l'adduction d'eau et autres activités génératrices de revenus pour prévenir le conflit entre humains et faune, le projet BOP a réalisé plusieurs barrières dans ce parc à intérêt mondial. Les barrières ne sont pas contre, n'est pas un dispositif contre les populations locales. Au contraire, c'est un dispositif qui va permettre de sécuriser en tout cas les ressources naturelles, mais quelles ressources sont des ressources pour les populations locales. Après cette officialisation, il y a l'opérationnalisation qui va suivre tout de suite. Et quand ces activités-là seront mises en œuvre, à coup sûr, notre parc national Moyen-Bafing sera protégé et les 23 espèces de mammifères qui résident là-dedans vont être protégés. Après l'installation officielle de ces barrières de sécurité environnementale, les populations locales et autorités, ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, promettent d'œuvrer à côté du projet Moyen-Bafing Offset Programme pour l'atteinte des objectifs. Et puis, plusieurs acteurs impliqués dans la gestion des déchets et la protection de l'environnement se sont retrouvés récemment à Koya. L'objectif de la rencontre était de sensibiliser les citoyens sur l'importance de la gestion des ordures. Il s'agissait aussi de promouvoir une nouvelle perception des déchets et d'explorer des solutions durables pour un cadre encore beaucoup plus sain. Mangué Dantoumassouma et Marwan Kamara. Plus qu'une festivité, le carnaval organisé par Hero Guinée a été un espace de prise de conscience collective où la gestion des déchets ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais une opportunité pour l'environnement et notre économie sociale solidaire. Le but de cet événement, c'était de montrer la valorisation de nos déchets. Et la valorisation de nos déchets consiste à récupérer l'essentiel des déchets qu'on peut transformer en objets utiles pour la société, à travers les sacs, comme on l'a vu tout à l'heure, à travers les dallettes, à travers beaucoup de produits des expositions qui ont été faites comme déchets. Une occasion pour les initiateurs de louer les efforts des partenaires grâce auxquels une avancée est possible vers des solutions durables pour une meilleure gestion des déchets et un environnement sain. C'est un enjeu actuellement dans nos communautés en Guinée et on veut déjà autre que plus à base notre activité, notre but ici, c'est pas de déchets qu'on a créé une ville propre. Donc c'est dans ça on s'est incité et on a eu pour jeu de transformer, de recycler ici ces déchets, notamment la transformation ici des bouteilles de verre en dallettes. Un enfant, quand tu le parles de quelque chose qu'il ne connaît pas et qu'il a connaissance de cette chose, il peut mieux transmettre cela. Donc c'est une façon pour nous de sensibiliser les parents, de sensibiliser l'école en passant par les enfants. Hero Guinée, dans son partenariat avec la commune urbaine de Koya, a réalisé plusieurs projets d'intérêt communautaire. Cette fois-ci, il s'agit de transformer la perception des déchets. Un changement de perspective crucial pour la communauté, l'environnement et l'économie dans la préfecture de Koya. On va parler à présent du respect du contenu local avec les sociétés minières de la place. À Boké, par exemple, plusieurs travailleurs guinéens du consortium SMB Winning viennent de bénéficier de promotions au sein de l'entreprise. Une décision qui renforce davantage la coopération dans le cadre de l'exploitation des mines au profit de la Guinée et de ses partenaires. Younoussa Tawel Kamara. Ces travailleurs guinéens de la SMB Winning Consortium bénéficient de promotions au sein de l'entreprise. Ils vont désormais occuper des hauts postes de responsabilité au sein de cette société minière évoluant dans la préfecture de Boké depuis quelques années. Une manière pour la direction de respecter le contenu local. C'est la loi du travail qui nous a demandé de faire une organisation des postes. Pour devenir une entreprise centenaire, il faut une équipe locale. Aussi dans le futur, nous allons promouvoir encore plus de cadres pour perfectionner notre équipe locale.
Ces jeunes cadres guinéens bénéficiaires de cette promotion au sein de la société minière se réjouissent de l'initiative de la direction de cette société minière de la place. Ils s'engagent à relever les défis dans leurs postes respectifs. Les travailleurs de la grande famille SMB doivent continuer à se donner la main dans la main, en nous rappelant que notre force réside dans notre union et notre capacité à surmonter les épreuves ensemble. Nos employés nommés au rang de cadre, nous sommes conscients de la responsabilité qui accompagne cette nomination. Et nous sommes déterminés à mettre toutes nos compétences et notre énergie au service de nos différents sites miniers. Par cette initiative de respect du contenu local, un coup de pouce est donné au renforcement de la coopération sino-guinéenne. Et pendant ce temps, dans la sous-préfecture de Bignamou, préfecture de Yomou, les autorités locales viennent d'inaugurer une nouvelle résidence destinée au président de la délégation spéciale de la dite commune. C'est une infrastructure moderne composée de 4 chambres et d'un salon équipé, fruit de la coopération entre les autorités et la population. Mohamed Saliou Paya. L'inauguration de cette nouvelle résidence est un fruit de la coopération entre autorités et population locale. La cérémonie a été présidée par le préfet de Yomou en présence des responsables communaux et de nombreux habitants. C'est un projet qui a été initié par le président de la délégation spéciale de Bignamou après son installation le 23 avril 2024. Il vise à offrir un cadre de vie et de travail adéquat aux autorités locales. Permettez-moi, au nom de la délégation spéciale et de monsieur le sous-préfet, de remercier ces populations et tous les ouvriers qui ont permis cette réalisation et les encourager solennellement à toujours soutenir les actions de développement de la Guinée en général et de notre commune en particulier. Notre commune, par ma voix, s'engage à toujours mieux travailler et vous prie de dire au général d'armée, son excellent Mamadi Doumbouya, qui n'a pas de concurrent et n'aura pas de concurrent dans notre commune, vu ses actes et sa vision pour la Guinée. Je vous remercie de tout ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire. La maison des maires que nous allions inaugurer est l'œuvre de toute la population de Biam. La construction de cette résidence du maire s'inscrit dans la vision du président de la République qui ambitionne de restaurer l'autorité de l'État à travers le renforcement des infrastructures administratives dans le pays. À travers cette gigantesque réalisation sur fonds propres de la mairie et seulement en moins d'une année, je vous rassure à plus d'un titre que la volonté du CND à développer la Guinée est bien comprise à Bignamou. Avec cette nouvelle infrastructure, la sous-préfecture de Bignamou franchit ainsi une étape supplémentaire dans l'amélioration des conditions de travail de ses dirigeants. Et c'était le 3e titre de ce journal. Un pont de plusieurs mètres linéaires se construit entre les quartiers Yataya Plateau et Symphonia Gare 1. L'œuvre d'un entrepreneur évoluant dans l'immobilier. L'opérateur économique répond ainsi à la main tendue du chef de l'État à tous les patriotes pour l'édification de la Guinée. Abdoulaye Yarassila et Abakar Junior Kamara. Le sursaut national s'agrandit autour de la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Pour répondre à sa main tendue à tous les patriotes pour la construction de la Guinée, les opérateurs économiques s'impliquent dans le processus de développement. Karamba Diaby, puisqu'il s'agit de lui, construit sur ses propres frais un pont de plus de 20 mètres linéaires entre Yataya et Symphonia Gare. Une manière d'accompagner le chef de l'État dans son ambition de construire une Guinée nouvelle. Si ce sursaut de patriotisme a amené même 25% des investisseurs de ce pays, je crois qu'on peut aller comme la Chine. Ce n'est pas que l'État qui doit faire tout. Donc ici, moi, j'ai vu seulement ici, c'est juste. Et puis ils ont besoin, je me suis demandé, j'ai dit est-ce que ça s'est financé? Ils disent non. Ils disent bon, écoute, on ne va pas attendre, mais allons-y. La souffrance des usagers de cette passerelle était énorme. Il fallait faire le tour de plusieurs quartiers avant d'arriver à Symphonia Gare Marché. Un véritable calvaire pour ces populations aujourd'hui qui expriment leur reconnaissance et leur remerciement. M. Karamba Diaby. On a tellement duré ici, moi j'ai construit ici, mais j'ai fait 25 ans ici. Mais on sait depuis qu'on était là, comment on vivait. Mais Dieu merci, Dieu a envoyé le monsieur là, sans faire la politique.
C'est lui-même qui nous a trouvés au mosquée. Il a dit vraiment, je peux vous aider pour que l'accès là passe vers Symphonia sans passer maintenant vers SOS. Maintenant, on est content de lui. Au-delà de cet ouvrage hydraulique, l'opérateur économique a aussi reprofilé une route d'accès près sur un ravin. Son objectif est de faire passer une route entre Symphonia et Yataya. Il appelle les autres patriotes à apporter leur pierre à la construction de l'édifice commun qui est la Guinée. Et puis la sous-préfecture de Kourou, dans la préfecture de Dalaba, vient de bénéficier de nouvelles infrastructures. Il s'agit d'une école primaire de 4 salles de classe dotées d'une direction et d'un bâtiment abritant la résidence du sous-préfet. Ces nouvelles réalisations viennent d'être mises à la disposition des citoyens de la localité. Sur place, on fait le point avec Mamadou Patebaldé. C'est par cet imposant carnaval que les populations de Kourou, dans la préfecture de Dalaba, ont manifesté leur reconnaissance au chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Elles ont réaffirmé cette reconnaissance aux autorités de Dalaba à l'occasion de la remise des clés de la résidence du sous-préfet de la localité et d'une école primaire aux citoyens. La cérémonie qui nous regroupe ce matin est bien l'inauguration de la résidence de monsieur le sous-préfet, construit et équipé par les ressortissants de Kourou pour accompagner le programme de développement du gouvernement en matière de collectivité. Le développement d'une communauté ne repose pas uniquement sur l'État, mais aussi sur l'engagement et la volonté des filles et fils. La communauté de Kourou, dans son ensemble, a prouvé, lorsque nous unissons nos forces, nous pouvons accomplir des grandes choses. Réalisées et équipées sur fonds propres par les fils du terroir, ces infrastructures vont contribuer à restaurer l'autorité de l'État dans cette localité, aussi et surtout l'amélioration du système éducatif dans la sous-préfecture. Cette nouvelle résidence n'est pas seulement un bâtiment. Elle symbolise l'accueil, l'ouverture et la volonté de servir notre territoire. Elle sera un lieu d'échange, de décision, de projets pour l'avenir. Grâce à la synergie de ces efforts, nous sommes aujourd'hui en mesure d'offrir à la sous-préfecture de Kourou des infrastructures modernes et fonctionnelles qui contribueront à l'amélioration des conditions de vie et de l'efficacité des services administratifs à la satisfaction des besoins de nos concitoyens. En plus de ces infrastructures, les populations de Kourou, visiblement satisfaites, ont fait des présents à la mission en guise de reconnaissance pour les multiples efforts consentis à leur faveur. Fin également de la session du conseil administratif préfectoral à Kissidougou. Ce sont des retrouvailles des cadres préfectoraux et communaux pour passer en revue les actions menées au sein de l'administration depuis 2024. La rencontre qui a duré 3 jours a permis d'adopter un nouveau budget pour l'année 2025. Ibrahima Oulien Fofana. Dans la ville de Kissi-Farmaya, les administrateurs préfectoraux et communaux se donnent rendez-vous dans la salle de fête de la commune urbaine. Le préfet de Kissidougou est en session avec ses cadres. Il passe en revue l'ensemble des activités menées au cours de l'année 2024. Le budget 2025 a été élaboré pour un montant total qui s'élève à plus de 32 milliards. Il prend en compte toutes les préoccupations de la préfecture de Kissidougou et ses communes. Conformément à l'administration préfectorale, nous avons demandé le conseil d'administration 4 fois par an. Mais c'était tout juste convoquer les gens, les sous-préfets, les présidents d'organisation spéciale, les receveurs, les secrétaires généraux et les directeurs préfectoraux de connaître leur situation administrative, leurs difficultés et leurs problèmes pour qu'on puisse discuter ensemble pour trouver les solutions de nos problèmes. Les discussions ont également porté sur les défis dont la préfecture fait face, notamment dans les domaines de l'urbanisme, l'éducation et la santé. La rencontre a été saisie pour louer l'engagement des partenaires au développement à accompagner la préfecture. Si vous avez suivi la présentation du secrétaire général de la commune, il a parlé d'abord des projets réalisés au compte de 2024, mais aussi il a projeté aussi les activités de 2025 que nous appelons dans notre jargon le PAI 2025. Dans cette présentation, il a parlé des activités projetées pour cette année que la commune doit réaliser
Donc cette rencontre, c'est une opportunité pour tout le monde, que ce soit les collectivités, que ce soit les directions préfectorales, de venir présenter les actions réalisées et les perspectives. L'adoption de ce nouveau budget témoigne l'engagement des autorités locales à travailler pour le bien-être des populations et à promouvoir un développement inclusif et durable. À Conakry, l'actualité, c'est aussi le lancement à la mairie de Ratoma du programme Bénévolat Jeunesse, une initiative des autorités locales qui consiste à promouvoir l'employabilité des jeunes. Et pour ce départ, 30 bénévoles sont formés et seront déployés au sein des entreprises pour un stage pratique de 3 mois. Moussa Bangoura. Cette prestation de serment annonce le lancement officiel du programme de bénévolat jeunesse dans la commune de Ratoma. 30 jeunes issus des 11 quartiers de la commune bénéficient de ce programme. Ils ont été formés dans plusieurs domaines d'activité pour accompagner les initiatives locales afin de promouvoir le développement. L'objectif de ce programme de bénévolat, c'est de les envoyer auprès des entreprises pour qu'ils puissent vraiment, après les 3 mois, les entreprises puissent les retenir. Après la première phase de ce programme, il y aura une deuxième équipe qui viendra pour continuer le programme. La vision du président, elle est bâtie autour de la jeunesse. Il me revient donc de féliciter Monsieur le Président de la délégation spéciale pour cette initiative très citoyenne, pour cette initiative qui permet d'intégrer la couche juvénile dans le processus de développement et dans le processus de citoyenneté. Le but est de faciliter l'employabilité des jeunes. Pendant 3 mois, ces bénévoles seront déployés sur le terrain auprès des entreprises publiques et privées pour des stages pratiques. Être bénévole est bien plus qu'un simple engagement. C'est un véritable acte de générosité et de responsabilité sociale. Donner de son temps, de son énergie ou de ses compétences au service des autres. 90 jours francs, ces jeunes seront payés. Ils auront des frais de transport, 400 000 francs, et frais de motivation, 100 000 francs, et une valeur de 51 000 et plus sera à la disposition de NCI. Va nous permettre d'appuyer la prise en charge médicale, la prise en charge en cas d'accident de travail de ces jeunes. Ces jeunes bénévoles, avant leur départ, des contrats de stage et de cartes de couverture sanitaire leur ont été distribués. L'initiative est de la mairie de Ratoma en collaboration avec ses partenaires. Et puis, il existe désormais un film documentaire qui expose le quotidien de l'orphelinat Fombek au quartier Yarala, dans la commune urbaine de Sigiri. Ce film vient de connaître sa toute première projection. L'enjeu est d'inciter les personnes de bonne volonté à investir en faveur de cette couche vulnérable et surtout à venir en aide aux enfants en situation difficile. Yamokaba. À Namana, dans la commune urbaine de Sigiri, l'orphelinat Fombek de Mariam Bembeta attire le regard. Ici, la convivialité règne à tout moment pour permettre aux enfants de grandir protégés et en bonne santé. Parmi les grands soutiens de cette dynamique d'épanouissement, une société minière anglaise pour offrir aux laissés pour compte un cadre de vie familial. Nous avons inscrit l'assistance à la communauté en premier lieu parce que nous ne pouvons pas venir en République de Guinée et travailler dans les communautés sans qu'il y ait un impact positif sur la vie économique et sociale de cette communauté. À Fombek, des tout petits qui retrouvent de l'affection sont reçus souvent à 3 jours de naissance. Le film documentaire qui retrace le quotidien de cette maison d'accueil est projeté pour exposer les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés. Un travail préalablement fait par une équipe de caméramans venus de l'Angleterre pour réaliser ce documentaire à l'orphelinat de Fombek, pour venir au secours des orphelins ici dans la préfecture de Sigiri, parce que nous sommes une société minière, nous ne sommes pas là juste pour la prospective ou l'exploitation. Ce documentaire premier d'Ijar sur la vie de l'orphelinat à Sigiri marque déjà l'attention.
À l'international, le film a raflé le prix du meilleur long métrage. Aujourd'hui, cette communauté est en deuil après avoir enregistré le décès de 5 personnages clés du film, dont Thérèse Gomou, l'actrice principale. L'État doit penser à ses enfants. Il faut qu'il découvre qu'il y a un orphelinat à Sigiri qui est femme bête, qui a des enfants, plus de 52 orphelins. Un an seulement, j'ai perdu 5 enfants. Pour les initiateurs, plus de répit pour projeter ces documentaires afin d'inciter des bonnes volontés pour le bien-être des orphelins, c'est vrai, de chaleur parentale. Dernier virage de ce journal. Au lycée Bonfi, dans la commune de Matam, les anciens élèves devenus aujourd'hui des hauts cadres du pays se souviennent encore du sacrifice de leurs formateurs. Preuve de cette reconnaissance, des prières et bénédictions sont dites pour les encadreurs qui ne sont plus de ce monde. Des promesses sont aussi annoncées pour accompagner le lycée Bonfi. Nabilaï Moussa Kamara. Ils partagent une identité. Ils ont tous fréquenté l'un des grands temples du savoir de la capitale, le lycée Bonfi. Marqués par cette période charnière de leur scolarité, les anciens élèves du lycée Bonfi décident de regarder dans le rétroviseur pour rendre hommage à leurs encadreurs. Dans ce programme de reconnaissance du mérite, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée pour implorer la grâce divine pour les devanciers, anciens professeurs et collègues décédés. Je suis très émerveillé de savoir qu'il y a des anciens élèves qui se rappellent encore de leur séjour dans les lycées ou les collèges qu'ils ont fréquentés et qui prennent la peine de choisir un jour pour communier avec les anciens professeurs de ces écoles ou les anciens maîtres de ces écoles afin de consacrer du temps à la lecture du Coran. Après 30 ans, ces anciens élèves du lycée Bonfi sont devenus des cadres de l'administration. Aujourd'hui, ils comptent apporter leur pierre pour l'édification d'une Guinée réconciliée et prospère en mettant l'école au premier plan. Il y a plus de 30 ans, nous étions des adolescents dans cet établissement. Aujourd'hui, nous sommes les cadres dans toutes les sphères de l'État. Et nous sommes séparés avec nos professeurs. C'est une manière aussi de demander la bénédiction de nos professeurs parce que nous étions très turbulents, innocents pendant la jeunesse. Et cette fois-ci, étant mûrs, nous avons demandé la grâce et la bénédiction de nos professeurs. Aujourd'hui, tout le monde a le souci de la réussite de cette école, de la remise en forme de cette école. Des cadres, ils sont nombreux. Et c'est pour cette raison que les anciens élèves ont eu le souci de revenir à Dieu. L'association des anciens élèves du lycée Bonfi compte pérenniser cette initiative à dimension religieuse qui permettra de favoriser la cohésion pour plus de résultats dans l'application du plan d'action. Les membres du mouvement Jeunes Engagés se mobilisent pour exprimer leur reconnaissance aux autorités du pays venues de plusieurs quartiers de la capitale et des préfectures environnantes. Ils se sont retrouvés à Matoto pour magnifier les progrès enregistrés par la Guinée depuis le 5 septembre 2021. Un meeting présidé par le coordonnateur des mouvements et associations de soutien aux acquis du CNRD, Falilou Diallo. C'est une forte mobilisation des populations au stade Kabine Kouyaté de Matoto pour magnifier les acquis du CNRD et son président général Mamadi Doumbouya. C'est l'une des premières activités du mouvement Bonjed, mouvement jeune engagé. Il n'est nullement superflu de glorifier et de saluer les efforts fournis par le CNRD et son gouvernement au cours de ces 3 ans à la tête de notre pays. En effet, les gigantesques œuvres réalisées sur toute l'étendue du territoire national, de Lola à Forekaria et de Sigiri à Bokeh dépassent largement de commentaires. Les Anglais disent no comment. À travers cette activité, le mouvement Jeune Engagé compte jouer sa partition dans le développement socio-économique du pays. Depuis sa création, ce mouvement est à pied d'œuvre pour accompagner le changement enclenché par le CNRD. Au cours de ce meeting d'information et de sensibilisation, les enjeux liés à la nouvelle constitution ont été également abordés. Ma fierté d'être là avec vous, partager cet événement avec vous et surtout mon espoir fondé en vous pour que ensemble nous pouvons nous lever comme un seul homme pour accompagner notre cher président, notre général. Que tous les mouvements de soutien et associations de soutien
doivent se donner encore la main pour se recenser. Si d'autres pensent que on va imposer notre candidat, ça ne va pas être le cas. Ça va passer par les urnes. Donc, il faut vous recenser sur les listes électorales. Parce qu'on veut faire du 100%. Pour cette première expérience, l'accent est mis sur la sensibilisation des populations pour accompagner le président à travers ses acquis. Cette mobilisation a connu la participation de plusieurs personnalités, mais également une pléiade d'artistes